Bonjour à tous, Philippe Becquet, donc association des miels de Hauts-de-France. Donc l'association qui porte la démarche miel de Thiel de Picardie, futur IGP. Et donc aujourd'hui, on a prévu de vous faire un webinaire d'une durée de 2 heures sur quelles sont vraiment les démarches concrètes, parce qu'on s'est rendu compte que ouais, d'avoir une IGP, ça paraît simple, mais il y a plein de règles à respecter. Il y a des deadlines aussi à mettre en place dans la saison, et comme c'est la première année, il n'y a aucun automatisme de notre côté, au niveau apiculteur. Mais après, il y a quand même des obligations qui sont liées au cahier des charges de miel de Thiel de Picardie, mais aussi des obligations au niveau de l'organisation pour que tout se déroule au mieux, parce que c'est une démarche de producteur, mais aussi de tous les opérateurs, donc du producteur au conditionneur, mais qui intègre aussi des partenaires qui sont l'INAO et l'organisme certificateur. Et donc tous ces partenaires doivent s'organiser aussi, surtout l'organisme certificateur qui doit venir sur les exploitations ou chez chaque opérateur, faire des contrôles pour contrôler le respect du cahier des charges. Donc voilà, on voulait cibler un peu au plus vite et au mieux quelles sont les démarches pour que personne n'en oublie et pour que tout le monde puisse prendre le bateau et que tout le monde arrive à bon port en deuxième semestre 2024 pour pouvoir au moins appeler son miel de Thiel de Picardie en fin de saison et apposer l'IGP dès que l'Europe donne son accord. Donc, en intro, pour vous parler de l'avancée du dossier, donc l'association Miel des Hauts-de-France a été reconnue là, tout récemment, le 18 mars 2024, comme officiellement reconnu organisme de défense et de gestion de l'IGP Miel de Thiel de Picardie. Donc, ça veut dire qu'en plus d'être une association loi 1901, c'est l'organisme qui va défendre et protéger le terme miel de Thiel de Picardie. Donc c'est elle qui va gérer, c'est cette association-là qui va gérer toute la démarche IGP. Le cahier des charges est du coup en cours de reconnaissance par le ministère de l'Agriculture et devrait être transmis à l'Europe là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et du coup, dès ce jour-là, dès que le cahier des charges sera transmis à l'Europe, la protection nationale transitoire, la PNT, comme on l'appelle, sera mise en place donc du jour au lendemain. Et ça, en fait, comme le miel de Thiel de Picardie est reconnu en France, ça bloquera en France le terme miel de Thiel de Picardie. Par contre, comme l'Europe n'aura pas encore donné son avis, ce ne sera pas encore une IGP. Mais c'est pour ça, comme la PNT est mise en place, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre en place aussi tous les contrôles. Et le grand avantage, c'est que dès que l'Europe aura donné son accord pour l'IGP, comme la production 2024 aura été mise en place, donc on pourra poser le logo IGP dès le début. Donc là, ça va être tout ce dont on va parler aujourd'hui. On a choisi de mettre cette diapo en début de présentation. Donc là, pour l'instant, ça peut vous paraître assez flou et assez complexe. L'objectif, c'est que dans 2 heures, tout soit clair pour vous. Mais en fait, on a choisi de la remettre au début parce que comme ça, si vous avez un doute en saison ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas les 2 heures de webinaire à refaire. Vous reprenez cette diapo, donc, qui est la 3e du webinaire, et vous avez toutes les grandes étapes à respecter pour l'obtention de l'appellation miel de Thiel de Picardie et de la future IGP. Donc, c'est vraiment le sommaire du webinaire d'aujourd'hui. Du coup, je vais laisser la parole à Mathieu pour vous expliquer toutes les démarches qu'il y a à faire par la suite. Ouais, merci Philippe. Vous avez vu dans la slide précédente les grandes étapes clés qu'on va détailler maintenant heure par heure ou moment de l'année par moment de l'année important. La première étape pour tout opérateur qui souhaite s'engager dans la démarche de reconnaissance en IGP du miel de Thiel de Picardie, c'est de se faire connaître. Évidemment, donc d'adhérer à l'association et de manière plus formelle de remplir cette DI, cette déclaration d'identification absolument avant le début de l'activité, donc avant le 30 avril. Il y a c'est un formulaire assez simple qui mentionne votre nom, votre raison sociale. Philippe, peut-être que tu peux passer sur la slide suivante. C'est assez simple à remplir.
C'est la première fois que vous intégrez la démarche, c'est une déclaration initiale. L'année suivante, vous ferez une déclaration modificative s'il y a des éléments différents à apporter. Vous voyez le curseur qui se balade sur le document. N'oubliez pas de remplir absolument toutes les cases qui vous concernent dans ce document et de joindre les documents complémentaires qu'on vous demandera. On va vous demander qui vous êtes, hein, votre nom, votre prénom, votre adresse, qu'on puisse savoir où vous vous situez, où sont situées vos installations, si elles ne sont pas dans l'aire géographique, c'est important. L'organisme certificateur, le contrôleur qui se rendra chez vous a besoin d'avoir ces éléments pour se rendre chez vous et valider votre outil de production. Dans les pièces complémentaires qu'on vous demandera, alors certaines sont à but statistique, d'autres à but statutaire. On y viendra peut-être dans le détail de la représentation des adhérents dans tous les moments clés comme l'Assemblée générale. Le calcul des voix se fait différemment selon que vous êtes apiculteur professionnel, amateur, etc. Tout le monde est bienvenu dans la démarche, mais les règles des uns et des autres sont pas forcément les mêmes. Donc, on vous demandera une attestation AMEXA si vous êtes agriculteur, si vous êtes apiculteur professionnel. Tous ces documents figurent sur le document donc, qui s'appelle la déclaration d'identification, la DI dans notre jargon. Et si ce n'est pas tout à fait clair, tous ces documents seront rendus disponibles après le webinaire. Voilà, ça paraît un peu formel, mais c'est vraiment tout simple à remplir. Idem pour l'adhésion à l'ODG, à l'organisme de défense et de gestion, donc à l'association Miel des Hauts-de-France. Vous pouvez payer par virement, ça facilitera le boulot du trésorier. Pensez bien à dire qui vous êtes quand vous effectuez votre virement. Vous vous appelez pas Gaëc machin, mais monsieur ou madame Bidule. C'est aussi très simple à remplir. Le bulletin d'adhésion, c'est comme un bulletin d'adhésion d'une association lambda. Vous voyez sur le document qui vous est présenté à l'instant une case blanche qui est marquée don à l'association. On vous encourage à faire le don maximal. Vous avez envie de soutenir cette démarche. Bon, c'est une petite blague. La cotisation de première année est plus importante que les autres années. Pourquoi elle est plus importante? Elle sanctionne ou elle valide en gros le soutien que vous apportez à tout le travail qui a été fait ces années précédentes. Ça ne vous sera demandé qu'une seule fois. La cotisation producteur, apiculteur ou conditionneur n'est pas la même. Conditionneur 500 €, producteur 150 €. Et vous retrouverez toutes les informations nos coordonnées bancaires sur ce formulaire-là. On se tient à votre disposition si c'est vraiment compliqué, mais on pense que vraiment ce bulletin-là est vraiment le plus simple. Pour ceux qui participaient à l'AG à Amiens le 22 février, il y avait une petite erreur dans le formulaire. Le formulaire correct est bien celui que vous avez sous les yeux. Voilà pour les documents que vous devez absolument penser à remplir très rapidement avant le début d'activité. Pour valider votre entrée dans la démarche, donc déclaration d'identification, adhésion, vous serez ensuite soumis au contrôle du certificateur pour habilitation. Vous devez prouver que vos installations sont conformes. Là, c'est Philippe qui va le détailler en insistant peut-être sur les quelques points de vigilance que le certificateur regardera, ce qu'on appelle les PM. En fait, donc là, vous avez la présentation de ce qu'on appelle le plan de contrôle qui a été rédigé par l'organisme certificateur. Donc, j'ai vu dans les questions déjà qu'on nous demandait. Donc, oui, c'est bien Certipac qui est l'organisme certificateur pour cette démarche. Donc, qui a rédigé, après lecture du cahier des charges, un plan de contrôle. Donc, ce plan de contrôle, c'est assez complexe à lire. Donc là, on vous a juste sélectionné quelques pages qui vous concernent dès cette année en habilitation. Donc vous voyez que c'est un document quand même qui fait 27 pages. On n'en a sélectionné que 5 parmi ces 27 parce qu'on vous épargne le reste. Mais en fait, le but aussi de l'ODG, c'est que les contrôles pour tous les opérateurs se passent au mieux. Donc, vous prévenir de ce qui est attendu par le cahier des charges, mais aussi les manières. Le but du cahier des charges, c'est de piéger personne. En gros, ça n'entrave en rien les bonnes pratiques apicoles. Mais du coup, il y aura quand même des contrôles
sur certains points. Donc, ce tableau, enfin, même si au premier abord n'est pas très appétissant, il est quand même chargé d'informations, même pour les apiculteurs. En fait, on a en premier lieu tout ce qu'on appelle les points de maîtrise, comme disait Mathieu, les PM1. Donc ça, c'est tout ce qui va être contrôlé. Et pour vous donner un exemple, pour partir sur le PM1, donc on parle du lieu d'implantation des ruches. Donc ça, c'est un terme très large. Quand on dit ça, vous allez être contrôlé sur le lieu d'implantation des ruches. On ne sait pas quand, comment, quoi. Et donc en fait, la cinquième case de ce tableau parle vraiment de l'habilitation. Donc cette année, on aura tout opérateur aura des contrôles d'habilitation. Donc là, c'est ce qui va aider le contrôleur. Qu'est-ce que le contrôleur va vraiment regarder lors du contrôle d'habilitation? Et donc, il y a une petite explication en écriture normale et après en italique, tous les documents dont va pouvoir s'appuyer le contrôleur pour faire son contrôle au sein des exploitations ou des entreprises de conditionnement. Donc là, ce sera c'est en italique. Et en fait, une case pour tous les opérateurs qui est assez intéressant, c'est cette sixième case qui s'appelle autocontrôle. Donc autocontrôle, c'est tout ce que chaque opérateur peut faire lui-même pour faciliter et pour pouvoir répondre au mieux au contrôle d'habilitation. Donc là, c'est vraiment la case qui nous concerne. Et pour chaque point de maîtrise, pour chaque point à contrôler, on nous donne des indications de ce que j'ai à faire moi au final. Donc là, on voit pour le premier point, il faut remplir la déclaration d'identification. C'est le document que Mathieu vous a présenté tout à l'heure. La déclaration préalable de rucher, donc on la verra après. Et le registre d'élevage. Donc on va beaucoup parler du registre d'élevage, du cahier de mielerie. Donc ça, c'est deux documents aussi que l'ODG vous fournit. Après, dans un modèle travaillé par l'ODG, rien ne vous empêche d'utiliser vos propres cahiers de mielerie, registres d'élevage, tant qu'ils répondent à toutes les exigences et légales, parce que c'est des documents légaux, mais en plus avec les petites particularités que la démarche demande, comme une traçabilité sur la cire d'opercule ou le positionnement vraiment des ruches sur des ruchers à tilleul dans la zone IGP. Donc, l'idée là, c'est pas de faire tous les plans de maîtrise un par un, parce qu'il y en a une vingtaine, mais c'est vraiment de vous expliquer que ce document sera à votre disposition, est à votre disposition, le plan de contrôle. Il n'est pas forcément utile de d'éplucher et de connaître par cœur les 27 pages et non plus de connaître par cœur les 5 pages présentées aujourd'hui. Mais l'idée, c'est vraiment au lieu de voir ce tableau comme répulsif, de vraiment le comprendre et de se dire, je prends la case autocontrôle et qu'est-ce que je dois faire? Comme on sait que il faut enregistrer le nourrissage des abeilles, il faut remplir sa déclaration d'identification. Donc, si toutes les cases autocontrôle sont correctement remplies par l'apiculteur lui-même, le contrôle d'habilitation se déroulera le mieux possible. Et l'idée, c'est que pour tout opérateur comme pour le contrôleur, c'est pas une démarche de répression, c'est que tout se passe au mieux et au plus vite. Comme vous l'avez compris, les contrôles d'habilitation vont avoir lieu dans les semaines et mois à venir. L'idée, c'est pas qu'on passe 3 heures à éplucher des documents mal remplis ou des choses comme ça. L'idée, c'est que le contrôle se passe très vite et soit très riche en documents fournis et remplis correctement. Donc, c'est de l'intérêt de l'opérateur comme du contrôleur. Et du coup, ce document aide à ça. Donc, on peut passer en détail. Après, si vous avez certaines questions, on pourra y revenir. L'ODG est là pour ça aussi, pour répondre plus particulièrement à des questions. Ça, je dois faire ça, mais quand, mais quoi, mais comment. Donc voilà, mais ne pas oublier cette case autocontrôle avant de poser des questions aussi, parce que l'ODG est aussi tenu par des apiculteurs, donc on répond quand on peut aussi et avec nos moyens. Donc avant de poser des questions, assurez-vous que la réponse n'est pas non plus dans un de ces documents-là, et particulièrement dans ces 5 pages-là, la page 11 à 16 du plan de contrôle.
Par contre, vous pourrez voir aussi des choses sans objet à l'habilitation. Donc là, ce sera plutôt des choses qui seront vérifiées pendant les contrôles de suivi. Donc ça, ce sera à partir de 2025. Parce qu'on a bien un contrôle d'habilitation la première année, donc cette année de mise en route. Donc chaque nouvel opérateur a son contrôle d'habilitation. Mais du coup, dans l'année, ne suivit pas non plus un contrôle de suivi. Par contre, l'année prochaine, se mettra en place les contrôles de suivi. Pour les opérateurs déjà habilités cette année. Donc là, ces contrôles-là, ce sera, enfin, ceux qui sont sans objet à l'habilitation concernent le suivi uniquement et ne seront pas contrôlés pendant l'habilitation. Donc l'habilitation qui peut se passer là dans les semaines qui viennent, on ne va pas voir comment vous récoltez vos os de tilleul, ce serait sans objet. Voilà. Mais par contre, encore une fois, ce document, l'année prochaine, vous servira à voir comment au mieux je peux répondre à cette question si quand le contrôleur me posera cette question, moi en autocontrôle, qu'est-ce que je dois faire? J'ai toutes les réponses à mes questions de ce que le contrôleur peut me demander de donner, de fournir. Donc voilà, vous pourrez revoir un peu tout ça tranquillement. Et pour rappel aussi, ce webinaire est enregistré et sera disponible le plus rapidement possible sur des plateformes de visionnage. Donc, n'hésitez pas à y retourner, mettre pause pour lire plus particulièrement ce document. Chose qu'on va éviter de faire aujourd'hui, là, tout de suite, pour manque de temps. Et voilà, mais il suffit simplement de lire et beaucoup de choses sont déjà expliquées. Donc voilà, la page 11 à 16, vous avez tous les points sur l'habilitation. Et je relaisse la parole à Mathieu. Donc, vous vous êtes fait connaître auprès de l'ODG, vous avez adhéré à l'ODG, vous avez été habilité. Là, on parle de tous les opérateurs, hein, conditionneurs, producteurs. Il y a une question sur le chat là, de NFM P12. Bonjour, enchanté, XV22. Est-ce que pour les conditionneurs, la deadline d'identification est aussi fixée au 30 avril? Oui, mais on est dans une année un peu bâtarde. On est en train de préparer de se mettre en position de recevoir l'IGP. L'IGP n'est pas encore officiellement attribué. Il faut savoir que c'est une démarche ouverte, hein. Si c'est compliqué pour vous de vous lancer dans toutes ces opérations cette année, pas de problème, prenez le train en marche l'année d'après, quoi. Il n'y a pas de caractère d'urgence. Pour expliquer cette date du 30 avril, c'est parce que on parle bien d'habilitation avant l'habilitation, c'est à discerner si on est bien capable de produire ce miel et de le mettre au marché, le miel IGP, en respectant le cahier des charges. Donc l'habilitation sert juste à dire oui ou non, la structure peut transformer ce miel. Peut commercialiser ce miel. Du coup, en fait, c'est avant le début de l'activité. Donc, le 30 avril, c'est vrai que c'est plus ciblé sur les apiculteurs que sur les conditionneurs, mais on part du principe que nous, l'activité apicole, on la débute dès le 30 avril parce qu'il y a les nourrissements, il y a les choses comme ça qui deviennent interdits au 30 avril, donc pour faire du miel de tilleul de Picardie, autre qu'au miel. Donc l'activité commence bien dès le 30 avril. Après, ça, la règle est établie comme ça. Oui, c'est comme disait Mathieu, après on peut en discuter, ou si c'est trop rapide ou des choses comme ça, on peut voir l'année prochaine ou adapter. Par contre, adapter dès cette année, ce serait intéressant d'avoir le retour après la présentation de Madame Ouamant ou de Madame Latournerie, donc Madame Ouamant qui est de l'INAO et Madame Latournerie de Certipac, pour voir si les conditionneurs sont considérés aussi en début d'activité au 30 avril. Mais voilà, à confirmer à la fin de cette présentation. Je te relaisse la main, Mathieu. Après avoir rempli donc les premiers documents qui sont destinés à vous faire connaître auprès de l'ODG et de l'organisme certificateur, on entre dans le dur de la saison. Vous avez bougé vos ruches dans l'aire géographique du miel de tilleul de Picardie. Faites-la connaître. Pour ceux qui étaient déjà impliqués dans la démarche Terroir Hauts-de-France, ADA Hauts-de-France, vous verrez que le document est très simple et rappelle un peu la démarche initiale. C'est vraiment un document tout simple. Qui vous êtes, quelle année,
vous attribuez un nom à votre rucher, hein, c'est pas forcément le nom du lieu-dit exact, c'est vous qui le décidez, mais encore une fois, le certificateur doit pouvoir le retrouver. Dans quelle commune, histoire qu'on vérifie que vous soyez effectivement dans l'aire géographique, le nombre de ruches et les numéros ou les identifiants de chacune de ces ruches. Encore une fois, il s'agit de recenser les éléments que le certificateur, le contrôleur, va pouvoir contrôler sur le terrain. Vous l'envoyez à l'ODG dans les 15 jours. Vous avez ensuite récolté, vous avez c'est un autre document qui va bientôt apparaître à l'écran, vous avez une bonne idée de la récolte que vous envisagez de produire, ou vous l'avez déjà récolté. On vous demande d'envoyer votre déclaration d'intention d'IGP avant le 30 août. Si vous le souhaitez, bien sûr, si vous souhaitez présenter vos lots de l'année en cours à l'appellation miel de tilleul IGP. C'est pareil, encore une fois, un document très, très simple. Quand ce miel a été extrait, la quantité estimée, le mode de stockage, est-ce qu'il est en fût, est-ce qu'il est bien en chambre froide, ou s'il est laissé à l'air dans un bâtiment, et comment vous l'avez identifié, votre numéro de lot, quoi. Voilà, donc ça avant le 30 août, c'est une autre date clé à retenir pour vous. Étape suivante, on arrive non plus dans la partie production du miel, mais contrôle des échantillons. Chaque échantillon, enfin chaque lot identifié comme prétendument miel de tilleul de Picardie sera analysé en laboratoire. Donc des échantillons seront prélevés chez vous en miellerie dans quatre lots, 4 échantillons par lot. Le but, c'est d'envoyer un de ces échantillons en analyse pour le HMF, l'analyse polynique, etc. Un autre pour la commission d'examen organoleptique qui est déterminante dans l'appellation miel de tilleul de Picardie. Un autre qui restera en témoin chez l'ODG et un autre qui restera en témoin chez le producteur. Le calendrier retenu, compte tenu de tous les délais qu'on doit respecter, est envisagé autour de la première quinzaine de septembre. On aimerait le faire le plus tôt possible, mais voilà. On vous demande de vous tenir dispo pour ce jour-là. Ça peut être un salarié qui est là, mais le prélèvement ne sera pas fait par vous, mais par un contrôleur habilité par l'ODG. Vous ne pourrez pas envoyer vous-même votre échantillon comme on le faisait précédemment dans la démarche terroir à Haute-France. Qu'est-ce qu'on attend de ces résultats de labo? Ben, évidemment, un taux d'humidité réduit en dessous de 18% ou égal à 18%. On contrôlera les HMF et la conductivité, effectivement. L'analyse polynique, on a eu quelques questions précédemment, avant ce webinaire. Je fais du miel de tilleul, je suis en Picardie et mon miel de tilleul est reconnu par un labo comme un miel de tilleul, donc je peux l'appeler miel de tilleul de Picardie. Ça ne suffira pas, parce que si ces résultats sont positifs, votre échantillon donc devra passer un autre examen, c'est celui de la commission d'examen organoleptique. Au cours de cette commission, des dégustateurs formés à l'analyse sensorielle seront très attentifs à vérifier la conformité de ce produit. Il ne s'agit pas d'un concours, il ne s'agit pas de déterminer lequel de ces miels est le meilleur, mais si le produit miel de tilleul présenté est bien conforme au cahier des charges miel de tilleul de Picardie. Donc ça se passera sur, on l'espère, une journée, fin octobre, début novembre au plus tard. Les échantillons seront anonymisés, bien sûr. La dégustation se fait donc à l'aveugle, dans des pots rendus eux-mêmes indistincts les uns des autres pour éviter tout biais visuel, quoi. Et là, le sacre, vous pourrez l'appeler peut-être Philippe. Je reprends la parole, c'est ça? Déjà, une fois que tout ça sera validé, donc la commission organoleptique déterminera si oui ou non il y a le respect des critères organoleptiques qui sont dans le cahier des charges. Donc, au mieux, vous pourrez l'appeler miel de tilleul de Picardie dès la fin de la commission organoleptique.
Et par contre, apposer le logo d'IGP, ça, il faudra être très vigilant. Ce sera dès le feu vert de l'Europe. Donc, ce qu'on espère, fin 2024, début 2025, selon la rapidité ou la lenteur administrative. On choisit le mot qui nous correspond le plus. Mais donc, ça, attention, pour l'instant, on est juste en protection nationale transitoire. Donc, ce sera juste l'appellation miel de Thiel de Picardie. Et ça, de toute façon, vous le saurez aussi rapidement que tout le monde au niveau de l'EDG. On fera tout pour communiquer dès que l'IGP sera reconnu au niveau de l'Europe, ça, il n'y a aucun souci. Et donc, attention, ce logo-là d'IGP, ne pas l'apposer avant cette validation européenne. Le logo de l'ASSO, si vous voulez, si tout le miel est reconnu miel de Thiel de Picardie, le logo IGP, attendre vraiment la validation de l'Europe. Et ça, c'est par contre aussi uniquement pour cette année. Une fois que l'Europe aura mis sa validation, il n'y aura plus besoin d'attendre les années d'après. Une fois que la commission organoleptique sera passée, on pourra apposer le logo IGP et avec la mention IGP, miel de Thiel de Picardie. C'est vraiment pour cette année particulière qui est une année de transition. Par contre, parlons des choses qui fâchent un peu plus, mais je ne suis pas habilité, j'ai un manquement dans mon contrôle d'habilitation, donc je ne suis pas habilité, ou je décide de ne pas suivre cette démarche pour X ou Y raison, où mon miel présenté échoue à une des analyses ou à la commission organoleptique. L'appellation miel de Thiel de Picardie, dès cette année, dès 2024, est interdite, même si je suis dans la zone, comme disait Mathieu, ou même si j'ai l'impression que j'ai le droit, comme miel de Thiel de Picardie, j'ai le droit et je suis en Picardie, donc j'ai le droit de m'appeler miel de Picardie. Non, c'est interdit. Aucune mention à l'IGP ni à la Picardie ne doit être fait ni à l'écrit ni à l'oral sur le miel de Thiel de Picardie. Et aucune utilisation du logo et de la charte graphique, ni du logo de l'EDG, ni du logo de l'IGP doit être mentionné. C'est vraiment miel de Thiel de Picardie. Cette dénomination sera uniquement réservée aux opérateurs habilités et où le produit aura passé tous les contrôles produits et qui aura prouvé qu'il respecte le cahier des charges. Donc ça, c'est un point vraiment important parce que c'est quelque chose qui va aussi... on va demander que tout le monde joue le jeu parce que c'est la démarche qui... L'idée, c'est de mettre sur le marché un produit de qualité avec un goût contrôlé par une commission organoleptique. L'idée, c'est pas qu'on soit copié de tous les sens, bien ou mal copié, et que la démarche en pâtisse d'elle-même. Donc ça, dès 2024, la mission... Quand on parlait d'un ODG tout à l'heure, quand on parlait on parle bien d'organismes de défense et de gestion. Donc là, on parle beaucoup de gestion dans ce webinaire, mais il y a la partie aussi de défense du nom miel de Thiel de Picardie qui sera importante dès le début de protéger au mieux pour que cette démarche soit la plus crédible possible aux yeux des consommateurs et du respect du cahier des charges. Et donc, je laisse la parole à Antoine pour rappeler donc ceux qui ont été à l'AG à Amiens avaient déjà eu un petit aperçu parce que là, on voulait vraiment être dans le concret, mais rappeler combien tout ça peut coûter. Oui, donc c'est exactement la même série qu'à l'AG, si ce n'est que je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps parce qu'on en a un peu plus. Donc, combien ça va coûter? Donc, la démarche peut coûter différents prix en fonction des structures dans lesquelles on est. Donc, si je suis apiculteur, l'adhésion 150 €, là, on est parti dans une année de croisière, pas cette année où effectivement l'adhésion est majorée pour la première année pour les adhérents qui arrivent cette année. En plus de ça, il faudra rajouter les analyses qui sont, pour l'instant, on les a estimées à 80 €, mais ça, ce seront les frais qui seront réels du laboratoire, et puis 15 € par rucher, qui correspondent à
une participation aux frais des contrôles sur les ruchers. Et ensuite, 8 centimes par kilo produit et 8 centimes par kilo vendu. Donc, c'est-à-dire que le miel qui sera produit cette année hors IGP n'aura pas de kilos, enfin de taxe sur le, enfin c'est pas une taxe, mais de redevance sur les kilos vendus. Seront appliquées dès l'obtention de l'IGP. Donc ensuite, on a fait des exemples. Donc premier exemple, j'ai 10 ruches sur un seul rucher. Mes ruches produisent 24 kg par ruche, donc les 150 € d'adhésion, plus les 80 € d'analyse, les 15 € du rucher, plus les 8 centimes par kilo vendu et les 8 centimes par kilo, les 8 centimes par kilo produit et les 8 centimes par kilo vendu. Ce qui fait 283,40 €, soit 1,18 € du kilo. L'exemple numéro 2, donc la même chose avec 50 ruches sur un rucher. Donc on arrive à 437 €, soit 36 centimes par kilo. J'ai une SARL, un GAEC, une EARL, une SCEA. Je ne paye qu'une adhésion. Je suis dans le même cas que l'apiculteur, donc une seule adhésion, une analyse, et puis les 15 € par rucher. Donc dans l'exemple, j'ai 80 ruches sur 2 ruchers, donc 150 € plus 80 plus 15 x 2, forcément, puisqu'il y a les 2 analyses plus les 2 ruchers. Donc on arrive à 647,20 €, soit 34 centimes du kilo. Je suis apiculteur, j'ai une SARL. Donc là, c'est un autre cas où en fait l'apiculteur et la SARL ont 2 tirettes. Donc dans ce cas-là, il y a 2 adhésions à l'ODG, puisque c'est 2 structures différentes. Donc il y a 150 € pour l'adhésion pour l'apiculteur et 150 € pour la SARL. L'exemple, donc 100 ruches sur 2 ruchers, on arrive à 874 €, soit 36 centimes par kilo. Un autre exemple, avec 10 tonnes sur 4 ruchers, on arrive, sans SARL, on arrive à 2130 €, soit 21 centimes du kilo, et avec une SARL, donc les 2 adhésions, on arrive à 2280 €, soit 23 centimes du kilo. Bon, on a fini la présentation et je vois qu'on a été très rapide et j'espère pas trop rapide parce qu'il y avait plein de choses à aborder. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ça laisse pas mal de temps aux questions. Donc, je vois que déjà sur le question-réponse, il y en a pas mal auxquelles on va répondre parce qu'elles sont super intéressantes et que je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'enregistrement, si l'enregistrement verra toutes ces questions, mais autant les remettre à l'oral vu qu'on a le temps. Et après, pour les questions, ce qui peut être possible désormais, c'est que chacun lève la main quand il y a une question. Et du coup, on arrivera à donner la main, à ouvrir le micro et avoir des réponses aussi des uns et des autres. Pour répondre aux questions, on a pas mal de partenaires techniques qui sont présents aussi là pendant ce webinaire. Donc, c'est une chance, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Et ODG, on est encore, on découvre encore des choses, mais nos partenaires techniques sont dans le coin, donc n'hésitez pas à poser les questions. Je vois que déjà Mathieu en a une. Alors moi, c'est une question très très pratique pour le contrôle des micros. Je ne vois pas comment faire. Antoine, est-ce que c'est toi qui sais le maîtriser? C'est la première question. Et merci. Et question pour chaque porteur de questions. Est-ce que vous voulez bien vous présenter
C'est pas pour vous fliquer, mais pour qu'on cerne au mieux le profil d'opérateur que vous représentez. Pour commencer, mais du coup, ça tombait bien. NFMP2. Il y a beaucoup de questions, et ben, on va vous donner la parole parce que ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à répondre à toutes les questions qu'il y a dans le question-réponse. Donc, votre micro est ouvert. Oui, vous pouvez l'ouvrir normalement. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Parfait, merci. Je me présente, donc on est Naturalim France Miel, on est conditionneur et on est filiale de la coopérative Les Compagnons du Miel. Et donc nous, on a forcément des questions qui sont beaucoup plus tournées conditionneur, parce qu'on est conditionneur exclusif, étant donné qu'on est une filiale et qu'on ne gère pas la récolte du coup des miels de nos apiculteurs. Donc moi, c'est vrai que par rapport à ce que vous avez dit sur l'utilisation de la dénomination de miel de tilleul de Picardie, il se trouve que nous, on a des stocks, on peut avoir des stocks des années antérieures, et donc vous dites que vous allez demander une dérogation pour voir si on peut utiliser ces stocks-là des années antérieures et toujours avoir la dénomination miel de tilleul de Picardie. C'est ce que je comprends dans la réponse que vous m'avez fait sur le chat. Oui, tout à fait. En fait, ce qui va se passer là, c'est comme on est en PNT. Donc, ce qu'il faut savoir, par contre, pour être décevant dès le départ, c'est que les volumes 2023, 2022 ne seront jamais IGP. Ça, c'est sûr et certain. Non, mais ça, on est d'accord. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc voilà. Par contre, ce que nous, on souhaite demander, c'est que là, on sait qu'il y a du volume de miel de tilleul de Picardie sur le marché. Il y en a eu de produits en 2023. Et en fait, la PNT va tomber là dans les jours, semaine. Je ne sais pas si Mme Ouamon a une date à nous annoncer sur la suite de l'échange. Mais en gros, c'est une question de semaine. Donc, et on est conscient aussi qu'il n'y a aucun intérêt, même pour la démarche, que le miel de tilleul de Picardie disparaisse dans 15 jours, qu'il disparaisse du marché et que les services des fraudes s'arrachent les cheveux pour retirer du marché le miel de tilleul de Picardie. Donc, l'idée, en fait, c'est de demander une dérogation en attendant la nouvelle récolte. Et en attendant aussi, ce sera des demandes, on va s'adapter aussi en fonction de l'avancée de la démarche et des récoltes. Mais en fait, de ce qu'on a compris, de toute façon, une dérogation ne peut pas aller plus loin que 6 mois. Donc, quoi qu'il arrive, on va demander est-ce qu'il correspondrait assez bien à une récolte 2024. Donc, si la production est excellente en 2024, a été habilité et contrôlé, on n'aura aucun intérêt à continuer cette dérogation pour le miel 2023. Par contre, à l'inverse, si ce sera rediscuté à ce moment-là, si on fait une très mauvaise année, si l'IGP tardera à venir aussi au niveau délai administratif, on n'aura toujours pas intérêt à ce qu'il n'y ait plus de miel de tilleul de Picardie sur le marché. Donc cette dérogation pourra continuer à courir. Ok, donc parce que c'est vrai que nous on a des clients là où on a des références qui sont déjà en miel de tilleul de Picardie. Donc en fait, ce qu'on peut déjà leur dire, c'est que cette appellation miel de tilleul de Picardie non IGP est valable encore au moins 6 mois. Et sachant qu'on a 6 mois pour écluser nos consommables, habillage, étiquette, contre-étiquette et tout ça, quoi. En gros, c'est ça. En fait, la demande sera faite de l'ODG pour ces opérateurs. Donc, si Naturalim, vous décidez d'être opérateur de l'ODG, oui, vous bénéficierez de cette dérogation. D'accord, donc si pour l'instant on n'est pas habilité, on ne peut plus du tout utiliser. Ça sera plus compliqué. Je ne sais pas si Mme Lagadec, du coup, veut s'exprimer là-dessus au niveau de la dérogation. Après, là, ça sera vraiment au contrôle de la DGCAF de voir. Mais ce sera beaucoup plus compliqué, certes. Ok, non mais parce qu'il faut orienter le discours auprès de nos clients pour les prévenir que simplement que sur certaines de leurs références, il faudra passer en miel de tilleul de France par exemple ou autre chose, mais qu'on ne pourra plus faire alléguer cette mention. Ok. Et j'avais également une question sur l'HMF.
Alors, j'ai une partie de réponse, mais moi, je voudrais juste être précis, parce que c'est vrai que quand on est audité par Certipac, eux, on va dire qu'ils font une lecture assez basique du cahier des charges, et s'ils voient HMS inférieur à 10, ils ne savent pas bien mettre le curseur sur l'étape à laquelle il doit être inférieur à 10. C'est-à-dire que est-ce que on est clair, et c'est à la avant mise en pot, l'HMF doit être toujours inférieur à 10, ou est-ce que quand les prélèvements sont faits chez les apiculteurs, l'HMF, c'est à cette étape-là qu'elle doit être inférieure à 10 et ensuite elle peut continuer d'évoluer, sachant que nous, on a quand même des moyens pour conserver le miel à une température assez basse, donc normalement elle ne doit pas beaucoup augmenter, mais on a aussi un process qui impacte l'HMF parce que on a un process où il faut défiger le miel en cuve, etc. Donc ça applique quand même un chauffage. Donc savoir si cette valeur de 10 est applicable simplement pour faire valider son miel en tant qu'apiculteur ou si en tant que conditionneur, avant la mise en pot, elle doit être aussi inférieure à 10. Je ne sais pas si Mme la Tournerie, vous voulez réagir à ça. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que le cahier des charges stipule bien à la récolte, en sortie d'extracteur, les inférieurs à 10. Tout ce qui va être contrôlé après au niveau de l'opérateur du conditionneur, c'est bien sûr qu'en fin de délai du haut, l'HMF ne dépasse pas les valeurs légales, mais ça, c'est plus du ressort de la démarche de qualité, c'est du Après, on repasse dans le légal, on voilà, repasse dans hors le cahier légal, des tout à charges. fait. Ouais. Oui, du coup, bonjour à tous. Donc, Muriel Latornerie, donc je fais partie de l'organisme Certipac. Alors, on essaye de ne pas être trop léger sur l'analyse et des résultats en règle générale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est vraiment comme l'a effectivement fait remarquer Philippe, c'est à l'extraction. Donc, D'accord. du coup, là, la valeur, enfin, après juste C'est estimé à cette extraction. étape. Donc, après, ça sera du ressort effectivement des résultats qui doivent être cohérents par rapport à votre étiquetage. Et ça, du coup, ça sera du ressort des fraudes. Ok, ça marche. Merci. À propos des fraudes, il y avait une question. Y aura-t-il des contrôles ultérieurs pour les fraudes, surtout pour les marchés, grandes surfaces, points de suspension, par un auteur anonyme? Est-ce que l'auteur anonyme veut prendre la parole? Du coup, Mathieu, peux-tu répéter la question? Oui. Donc, question posée sur le chat. Y aura-t-il des contrôles ultérieurs pour les fraudes, surtout pour les marchés, virgule, grande surface, point de suspension? Ça, enfin, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Je ne comprends pas forcément le sens de la question, dans le sens où des contrôles, il y en a, on les espère tous. Il y a une demande de parole de Muriel Latournerie à ce propos. Peut-être que Mme Lagadec voudra préciser elle-même. Ouais, je pense que ce serait plutôt même à la Lagadec de préciser, mais après, je pense que la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il va y avoir des contrôles des fraudes pour vérifier que effectivement l'utilisation de la mention ou du logo à partir d'une certaine période, enfin voilà, il y aura entre guillemets un ciblage par rapport à votre produit. Je pense que c'est la question pour moi qui est sous-jacente à ce niveau-là. Après, généralement, quand on fait intervenir les fraudes, alors c'est pas l'organisme certificateur, c'est plutôt l'ODG ou un constat, de demande en disant: «Bah, voilà, sur tel marché, j'ai constaté ça». Madame Lagadec, votre micro est... Vous pouvez ouvrir le micro et prendre la parole. Non, on vous entend pas. Le micro peut être ouvert, mais nous, on ne peut pas le faire à distance. Oui,
On voit que votre micro est fermé, mais... Ah, elle arrive. Madame Lagadec stipule sur la question-réponse qu'elle n'arrive pas à ouvrir son micro. Oui, on ne peut pas le faire, nous, à distance. Et pourtant, il est débloqué. Mm. Là, c'est un problème technique que je ne maîtrise pas. Antoine, je ne sais pas si tu as une idée, mais... Je pense que ça doit venir de l'appareil de Madame Lagadec, mais là, de notre côté, je pense pas qu'on puisse. Désactiver, ouais, on peut que désactiver. Ouais. Ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est ce que disait Philippe dans son exposé, l'utilisation du terme miel de tilleul de Picardie sera encadrée par cette démarche IGP. On n'est pas producteur, on ne peut pas se revendiquer de ce miel-là. L'ODG, il a dans ses missions des missions de gestion, effectivement, et des missions de défense. Donc on sera attentif en tant qu'ODG à vérifier que l'utilisation par un apiculteur, par exemple, sur un marché ou dans la presse, soit conforme à son état d'intégration dans la démarche. Le but, c'est pas de limiter la mise sur le marché de bons miel, mais de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'usurpation de termes. Marion. Vous avez juste à débloquer le micro, du coup, Marion. Et j'essaye depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. Si, c'est bon. C'est bon? D'accord. Bon, c'était moi, j'avais eu des problèmes, excusez-moi, hein, pour mettre en marche mon micro. Bon, c'est joué. Oui, alors effectivement, c'est moi qui avais posé la question, donc je vous remercie. C'était tout le sens de ça. C'était de ne pas se retrouver, par exemple, avec un concurrent sur un marché en particulier, voire dans des grandes surfaces, parce que ça peut arriver. Et se dire que quelqu'un a également nommé un miel de tilleul quelconque, miel de tilleul de Picardie, quand bien même il serait effectivement récolté dans les zones agréées. Est-ce qu'il y aurait des contrôles pour ça derrière, justement, et pour éviter ce genre d'abus, on va dire? Pour revenir, ça va être toujours le même discours, mais pour revenir à ce que disait Madame On a répondu à la question, c'est bon, hein, ouais. ce qui a été dit, c'était bon. C'est ce que je voulais savoir, hein, tout à fait. Ce que je voulais insister aussi, c'est que le rôle de chaque opérateur aussi, bien sûr, l'ODG, c'est essentiellement des apiculteurs, et on ne peut pas avoir les yeux partout, les fraudes, le service des fraudes non plus, mais à vous, opérateurs aussi, de défendre votre signe de qualité et d'en informer et l'ODG, qui ensuite, l'ODG se doit de, c'est un devoir, c'est même pas se doit d'en alerter les fraudes et l'INAO au passage. Donc non, n'hésitez pas à faire remonter dans les prochains mois, enfin, on va pas. C'est pas les prochaines semaines où ça va être le plus violent parce que déjà il y a la mise en place de la PNT, mais dans les prochains mois, il faudra que le terme ne soit plus utilisé en tant que miel de tilleul de Picardie, sauf pour les gens habilités et agréés. D'accord, ok, c'est très bien. Mais merci. Est-ce que Madame Lagadec, vous arrivez à reprendre la main sur le micro? Apparemment, mais il y a un message sur la question-réponse. Donc pour les contrôles, tout a été dit, mais pour éviter toute concurrence déloyale, les opérateurs et le DG peuvent solliciter la DDPP en cas de constat de vente de miel non conforme. Donc c'est bien ce qu'on vient de dire, et tout à fait. Du coup, Mme Lagadec est responsable des signes officiels de qualité de la région Hauts-de-France. Donc je prends la parole à sa place. Mais donc il y a quelqu'un qui est nommé à la DGCCRF, enfin DDPP, spécialement pour les signes officiels de qualité, qui suit les dossiers signes officiels de qualité. Donc c'est une personne référente à ce niveau-là. Je me fais le relais d'une question qui nous a été posée via Facebook ces derniers jours.
on l'a évoqué un peu brièvement dans les discussions là. Je produis du miel de tilleul de Picardie, je l'appelle comme ça. Je suis dans aucune démarche aujourd'hui. Je suis apiculteur en Picardie, ou en tout cas mes ruchers le sont. Je prétends donc l'appeler ainsi, et je conteste qu'un jury de dégustateurs, aussi bien formé soit-il, fasse dépendre de mon sort, quoi. Est-ce qu'on peut expliquer à ce monsieur que c'est pas une usine à gaz? C'était un peu sa crainte. Ouais, la preuve en est, c'est qu'apparemment, en moins d'une heure, on aura présenté la démarche et qui ne suscite pas plus de questions que ça. Et j'espère que c'est pas par manque d'intérêt, mais bien par compréhension de tous les opérateurs. Mais donc, non, c'est pas une usine à gaz, et que la particularité quand même de notre signe officiel de qualité, oui, c'est une IGP, mais on y a collé une commission organoleptique à laquelle on se bat pour la défendre, cette place, parce que c'est vraiment l'identité du miel de tilleul de Picardie qui passe par l'organoleptique, quoi. Donc c'est pas juste je pose des ruches en Picardie, dans la zone, donc j'ai le droit d'appeler mon miel de tilleul de Picardie. Dans la commission organoleptique, on a détaillé les critères organoleptiques qui en font vraiment ce qu'on appelle un miel de tilleul de Picardie, et ce qui en fait en plus sa typicité, donc ce qui en fait tout l'intérêt pour nous de cette démarche. Si c'est bon. Du coup, il n'y a pas plus de questions que ça. J'ai ouvert tous les micros, donc tous les micros sont ouvrables. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros et les poser, lever la main. Oui. Mais quoi qu'il arrive, ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le regarder. Il existe l'adresse. Il existe l'adresse. Du coup, on a ouvert les micros, mais du coup, il existe l'adresse mielletilleul-de-picardie@gmail.com sur laquelle on peut être contacté. Si c'est des questions plus spécifiques, nous, on n'hésitera pas aussi à vous, comme vous voyez là, se retourner vers les partenaires qui sont l'INAO ou l'organisme certificateur, ou pour des questions plus pratiques avec d'autres partenaires. Donc n'hésitez pas à ce niveau-là. Naturalim, vous aviez encore une question peut-être? Vous m'entendez? Oui. Oui, juste par rapport au coût pour les conditionneurs sur la vente de pots, parce que vous avez parlé de 8 centimes par kilo de produit, c'est aussi ce coût-là qu'il faut retenir pour un conditionneur ou pas? Tu veux que je reprenne la main, Philippe? Ouais, vas-y. Non, en fait, on a décidé, on a fait le choix que ce soit le producteur qui prenne ça en charge. Après, forcément que une fois que le producteur va le prendre en charge, il va le répercuter sur sa facture. Oui. Et en fait, Oui. c'est pour éviter à nous d'avoir un suivi sur tout le tracé, en fait, sur toutes les ventes du pot de miel. Comme ça, c'est le producteur qui prend en charge tout. Et donc, pour les conditionneurs, le coût ne sera uniquement la cotisation et Le coût de l'audit. et c'est ça, le coût de l'audit et les examens, les coûts de laboratoire. Ok, ça marche. Merci. Les coûts de l'audit ne sont pas, on n'a pas insisté sur ces coûts-là, mais ne sont pas ajoutés. En fait, l'adhésion, la cotisation à l'association, pour l'instant, a été calculée sur le fait de prendre en charge, de mutualiser les coûts de contrôle pour tout le monde. C'est pour ça que les conditionneurs sont un peu plus élevés, même si ça reste vraiment abordable pour un conditionneur, mais parce que les coûts de contrôle chez un conditionneur sont plus élevés, dû surtout à la fréquence de contrôle qui est une fois par an.
tandis que chez les apiculteurs, c'est une fois tous les 3 ans en gros. Donc il y a moins de coûts de contrôle au niveau des apiculteurs, ce qui explique tout simplement la différence d'adhésion à ce niveau-là. Pour ne frustrer personne, j'ai plus de questions en attente. Est-ce que Pierre Vors ou Samuel Couvercel sont parmi nous? Qui nous avaient sollicité via Messenger. Non. Bon, j'ai plus de questions à noter. Si, j'ai encore une question. Allez-y. Oui, excusez-moi. Par rapport au retour de la protection nationale transitoire, je ne sais plus ce que vous avez dit, mais ce sera valable courant du mois d'avril sur l'appellation miel de Thiel de Picardie. C'est ça, c'est une question de jour ou de semaine. Je ne sais pas si Mme Moimont, vous pouvez nous éclaircir un peu plus sur ce délai, mais le dossier est entre l'INAO, de ce que on a entendu, le dossier est entre l'INAO et le ministère de l'Agriculture. Et une fois qu'il sera passé du ministère à l'Europe, paf, là, il y aura la PT. Mais Mme Moimont, je vous laisse la main. Bonjour à tous, donc Marie-Claire Voiement. Alors, comme vous l'avez dit, là, l'ODG vient d'être reconnu et le dossier est transmis à la DGPE pour homologation. Donc, voilà, sur avril, je pense qu'on sera peut-être plutôt, il faut peut-être plutôt être vers mi-mai, quoi. Hein. Voilà, des fois, ça peut aller vite. Et des fois, ça peut être un peu plus long. C'est toujours difficile de vous donner un temps, mais je pense que sur avril, on n'y sera peut-être pas. Ok, ça marche. Merci. Donc, on est plus sur une question de semaine que de jours. Mais... Oui, ça, de toute façon, c'est sûr, c'est plutôt une question de semaine, ça, c'est certain. Et du coup, il y avait aussi, je reviens à ça, une question qui était posée pour les conditionneurs, à voir avec vous, Madame Moimont et puis Madame Latournerie, mais pour l'habilitation des conditionneurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup apiculteurs et c'est le défaut d'être la tête dans le guidon. Est-ce que les conditionneurs sont considérés commencer l'activité au 30 avril comme les apiculteurs et donc doivent s'enregistrer avant le 30 avril, comme les apiculteurs. Madame Latournerie, si... En fin de compte, votre cahier des charges aujourd'hui prévoit que l'habilitation doit intervenir avant le début de l'activité concernée. Donc, par rapport à, je dirais, l'activité d'apiculteur et de conditionneur, on est sur potentiellement 2 périodes différentes. Ah bah oui, parce que nous, on recevra de toute façon les miels à l'issue de la récolte, donc ce ne sera pas avant octobre, voire novembre. Donc, le cahier des charges stipule bien que c'est avant le début de l'activité concernée, à entériner avec Madame Voiement, bien sûr, si mon interprétation est la bonne. Mais du coup, voilà, tant que l'activité n'est pas en place, donc je pense qu'une activité de conditionnement n'est pas en place, on peut encore, on n'a pas forcément cette deadline du 30 avril. Alors, mais sous bien sûr la réserve que Mme Voiement, enfin voilà, comment dire, acte sur mon interprétation ou non. Ben, en fait, c'est ce qui est spécifié dans le cahier des charges, en fait, qui est important. Donc, on voit déclaration des opérateurs. Ce qui est bien mis, c'est que la déclaration d'identification devra être adressée au groupement en vue de l'habilitation et de toute façon avant toute activité concernée. Par contre, préalablement au positionnement, bon, il y a une déclaration qui est à faire, mais pour les apiculteurs, je ne vois pas de date qui soit émise pour les conditionneurs. Parce que c'est ça, en fait, qui va déterminer. Pour moi, je ne vois pas dans le cahier des charges qu'il y ait de date. Hein.
Oui, donc c'est à nous de juger en fonction Alors, du départ de notre activité et de se faire voilà. habiliter avant de mettre en commercialisation du miel IGP de Tilleul de Picardie. Et après, il faut regarder dans le plan de contrôle par rapport aux dates, parce que tout est spécifié de toute façon. Donc, si dans le cahier des charges, il n'y a pas de date spécifique pour la déclaration voilà, pour la production, pa, 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 pa. Voilà, c'est ça voilà. Période de référence 1er avril, opérateur combinatif, voilà. Non, je vois pas de date spécifique. J'avais plus en mémoire exactement, hein, mais dans le cahier des charges, il n'y a rien de mis de toute façon. Par contre, je me permets là une petite. Si nous, on va demander la dérogation pour nos adhérents, si vous n'êtes adhérent qu'au mois de septembre, la dérogation ne sera pas forcément. Enfin, elle ne sera pas valable pour vous, quoi. Donc, si vous avez l'intention de rentrer, autant rentrer là maintenant. Oui, si on veut bénéficier de la dérogation par rapport à l'utilisation de l'appellation sur les anciennes récoltes, c'est ça que vous voulez Sur les dire? 2023, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, il faut que je fasse un point avec mon service commercial et puis ma direction pour voir ce qu'ils souhaitent faire en fonction de l'impact chez nos clients. Mais oui, effectivement, j'avais bien compris que si on voulait bénéficier de cette dérogation, il fallait adhérer rapidement, oui. Après, honnêtement, je vois pas très bien ce que ça peut changer pour vous, que ce soit avril ou septembre. La DI, vous avez, enfin, je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si Philippe peut la remettre, enfin, si on peut la remettre, c'est un papier où on met le nom et le prénom enfin, les coordonnées de l'opérateur. Enfin, voilà, c'est pas non plus un truc Non, non. insurmontable, hein. Ah non, non, mais pour nous, pour moi, sur la partie documentaire et d'adhésion, il n'y a rien. C'est comme une IGP en Provence, c'est les mêmes étapes. Mais nous, c'est par rapport au choix que feront nos clients, parce que forcément, le miel de Tilleul de Picardie passe en IGP. Aujourd'hui, un client, il le paye. Il paye un certain prix. Demain, si on lui dit que ça passe en IGP, on va devoir imputer une augmentation de prix et puis potentiellement l'informer que sur les volumes, ce sera peut-être des volumes qui seront un peu plus restreints, donc on n'aura pas une continuité d'approvisionnement. Et ça, clairement, les clients de la grande distribution, ils ont beaucoup de mal avec l'absence de continuité dans une référence. Donc peut-être qu'ils vont nous dire, nous, ça nous intéresse plus d'être sur du miel de Tilleul de Picardie. Et on veut on veut un miel de Tilleul de France. Enfin, je sais pas. Mais nous, il faut qu'on se pose la question. Il faut qu'on leur pose aussi la question sur ce sujet-là, parce que clairement, on pourra peut être amené peut-être à changer de type de référence. Et ce qui se passe, c'est que nous, étant donné qu'on travaille sur des volumes assez conséquents sur nos miels, on a des stocks de consommables, en l'occurrence étiquette et contre-étiquette de miel de Tilleul de Picardie, et clairement pour éviter qu'on ait de la perte sèche sur ces consommables-là, pouvoir écouler notre stock de consommables sur notre miel IGP, enfin sur notre miel non IGP, pardon, Tilleul de Picardie des anciennes récoltes, ça limite aussi un peu la perte pour nous. Donc peut-être que cette dérogation nous permettra au moins de valoriser notre miel Tilleul de Picardie en miel de Tilleul de Picardie. Sinon, après, on devra trouver une autre solution pour ce miel. Je sais pas si je me suis bien, si je me suis bien fait comprendre ou si. Oui, c'est très clair. Je propose qu'on échange peut-être par ailleurs. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais parmi nos préoccupations, il est question de valoriser aussi ce miel et cette démarche auprès des acteurs de l'aval. On pense aux restaurateurs, on pense à la distribution. C'est peut-être quelque chose pour lequel vous aurez des idées et que vous serez force de proposition. On peut prendre langue après coup, quoi. Madame la Tournerie.
Oui, je voulais moi juste intervenir sur cette sorte de déclaration d'identification. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le silence vaut accord, c'est-à-dire que quand on reçoit une déclaration d'identification, on a 6 mois pour réaliser l'habilitation. Donc, vis-à-vis, je dirais, des conditionneurs et surtout si le matériel n'est pas forcément en place ou sur les points de maîtrise qui sont liés à l'habilitation ne sont pas en place, on peut vite dériver au-delà des 6 mois. Donc soit nous, on doit réintervenir pour dire, bah, vu que vous n'avez pas le matériel en place, on met en stand-by votre demande d'habilitation, mais il faut avoir bien en tête ça. Donc c'est pour ça que, attention, enfin je comprends le fait d'avoir un tiers groupé au niveau des conditionneurs pour pouvoir émettre potentiellement une demande de dérogation pour l'ensemble de vos adhérents, mais peut-être pas si tôt que ça par rapport à l'activité, le démarrage de cette activité-là, par rapport à ces 6 mois justement où de silence vaut accord. Pour pas tomber dans un oubli potentiellement et qu'au bout de 6 mois, l'opérateur, on n'a pas pu aller le voir et tout d'un coup, enfin voilà, il peut se retrouver habilité sans qu'on ait pu contrôler les règles structurelles et son process. Alors, je voulais pas jeter un froid, c'était juste une petite précision. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire si on fait une déclaration d'identification maintenant et que vous venez que dans 6 mois, on peut se considérer habilité sur les 6 mois où vous n'êtes pas venu, c'est ça? Bah, sauf si, entre deux guillemets, on s'aperçoit qu'on n'a pas été encore vous voir quelques jours avant le délai, puisqu'en fin de compte, l'ODG, à partir du moment où elle reçoit votre déclaration d'identification, elle fait un accusé de réception. Et suite à cet accusé de réception, elle met bien que, enfin, voilà, avec les nouveaux plans de contrôle sous format DCC-DCS, il y a une information disant que si vous n'avez pas vu l'organisme certificateur dans les 6 mois, vous pouvez être réputé habilité. On peut avoir le cas d'opérateurs, alors je pense pas, puisque vous avez, je pense, déjà le matériel en place, donc les éléments qui permettraient, je dirais, de conditionner les lots, donc pouvant être vus, je dirais, les points liés à l'habilitation pouvant être vus un petit peu avant. Mais chez des opérateurs qui commenceraient ou qui n'auraient pas encore conditionné ou que leur miellerie serait peut-être pas forcément tout à fait en place. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Bah, faut y penser. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas envoyer une DI pour dire: «Je veux être absolument habilité», si derrière, il y a des choses qu'on ne pourra pas vérifier, lors de l'habilitation dans les 6 mois à venir. Voilà. C'est juste une petite alerte à ce Ah oui, niveau-là d'accord. et Ok. bien avoir ça en tête. Voilà. C'est le démarrage, donc c'est normal que c'est le démarrage de la filière, donc c'est des petites choses, à savoir, mais c'est sur la réception des déclarations d'identification, au moins pour cette année, puisque cette année, on va avoir un gros, comment dire? Un grand nombre d'habilitations puisque c'est le démarrage de la filière. C'est pour ça qu'il faut le traiter aussi, voilà, en cadre exceptionnel. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voulais une question aux apiculteurs qui sont présents. Est-ce qu'il n'y a pas de questions ou est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt ou est-ce que c'est clair pour vous? S'il peut juste y avoir un petit retour là-dessus, ou est-ce que tout est clair et que ce webinaire répond à vos interrogations? Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus et profitez tant qu'il nous reste, quoi qu'il arrive, il nous reste du temps, donc profitez-en. Puis sinon, ben, on va clôturer ce webinaire. Personne ne veut se lancer? Bon. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à retrouver, on vous communiquera donc du coup tous les documents, donc le
diapositive qui a été présentée aujourd'hui. On va vous transmettre aussi donc tous les documents qu'on vous a présentés aujourd'hui, qui sont des documents officiels, du coup, à remplir. Donc tout ça, vous avez compris l'urgence pour les apiculteurs de se déclarer avant le 30 avril, parce que le cahier des charges mentionne le 30 avril pour les apiculteurs, donc c'est considéré comme le début des activités. Donc n'hésitez pas, et donc nous on vous transfère tout ce qui est documents, tous les documents, le diapositive et un lien sur cette vidéo que vous pouvez transférer aussi à vos collègues si certains n'ont pas pu être présents aujourd'hui. C'était l'intérêt de faire ça sous forme de webinaire, c'est d'éviter des questions individuelles et que ce webinaire réponde au maximum de questions. Après, pour les questions individuelles, bien sûr, on reste à votre écoute et voilà. Il y a une dernière question avant de se quitter qui parle du contrôle sanitaire des ruches qui vont transhumer. C'est dommage que le micro ne soit pas allumé. Le contrôle sanitaire, après ça c'est pas en lien avec la démarche proprement dit, donc ça tombe sous le coude du service vétérinaire. Donc là, on n'a pas de mainmise là-dessus. C'est dommage que le micro soit pas ouvert pour développer la question. Est-ce que vous savez développer votre question? On ne la comprend pas. Par écrit. Ouais. Après, dans le sens où je la comprends, l'IGP n'a pas vocation à contrôler sanitairement les ruches. Il y a un contrôle de l'état des ruches, justement l'habitation, il y a un contrôle de l'état de cadre, la provenance de la cire, mais l'état sanitaire d'une ruche transhumante, ça c'est de la bonne pratique et du service vétérinaire, c'est plus le rôle de l'OVS et de l'OVT que de l'IGP. Donc là-dessus, on n'aura pas d'action possible. Bon, je vous propose de clôturer ce webinaire et de... J'ai juste dû faire une dernière précision pour ceux qui ont déjà rempli l'ADI qu'on avait donnée à l'Assemblée Générale. Elle est pas valable, cette DI. Il faut bien remplir la nouvelle DI qui a été faite. C'est bien là. En fait, sur tous les documents qu'on vous présente, il y a un numéro de révision du document. Donc sur la DI, c'est bien la révision 01. Donc le numéro de révision, vous l'avez en haut dans l'encart en haut, révision 01. Et normalement, tous les autres documents, c'est des révisions 00. Donc c'est les premiers documents. Après, n'hésitez pas, ça on ne l'a pas dit non plus, mais n'hésitez pas si les documents sont compliqués à remplir. Normalement, on a fait au mieux pour qu'ils soient plus simples. Mais s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à remplir ou qui ne correspond pas forcément à votre activité, n'hésitez pas à nous faire remonter, parce que justement, ces documents sont officiels mais sont révisibles. Donc on peut les modifier en partie. Donc n'hésitez pas à nous faire des remontées. Ça, c'est des documents qu'on a créés. Donc c'est bien pour ça aussi que l'année protection nationale transitoire est faite. C'est pour voir si tous ces documents fonctionnent pour le mieux et être prêt vraiment le jour où l'IGP sera là. Donc oui, comme dit Antoine, c'est bien la révision 01 qu'il faut remplir. Sur ce, je propose qu'on se quitte. Nous enverrons donc du coup un lien de connexion sur un Google Drive pour avoir tous les documents et la vidéo de ce webinaire, et donc tous les documents en lien avec la démarche à remplir. Et donc nous enverrons ça par mail à tous les participants et même aux autres qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.